Bonjour tout le monde, c'est professeur Mouna avec vous. En cette fin d'année, nous allons entamer aujourd'hui une des parties les plus complexes, comme l'indique son nom, les complexes majeures d'histocompatibilité en immunologie. Et nous allons répondre à la troisième question que nous avons évoquée lors des séances précédentes. Comment fait le système immunitaire inné pour stimuler la réponse immunitaire acquise? Donc, nous allons parler aujourd'hui de capture d'antigènes et présentation aux lymphocytes. Tout a commencé en 1952. Quand Jean Dossé, responsable d'un centre de transfusion sanguine à Paris, a observé des incidents qui lui ont été rapportés par les techniciens, les infirmiers, et qui lui ont dit qu'il y a un problème de rejet chez certains patients pour les transfuser. Donc, on note bien, pour les transfuser, les gens qui ont des anémies, les gens qui ont besoin d'être transfusés presque de manière hebdomadaire et régulière. Et donc, il y a eu des rejets. Alors, il a demandé si les flacons étaient compatibles, s'il n'y avait pas une erreur qui a été commise. Finalement, non. Donc, c'était la première fois où on a remarqué, scientifiquement noté, qu'il y a eu des rejets de sang compatibles administrés à des patients, et pourtant, malheureusement, ces patients ont commencé à avoir ce qu'on appelle des anticorps qui agglutinent les leucocytes du donneur. Voici le receveur, le donneur, et le receveur présentait des anticorps qui agglutinaient les leucocytes du donneur. Les tentatives aussi de transplantation furent également sauvées par des échecs. C'est dans ce contexte très pessimiste, et grâce à la découverte de Jean Dossé en 1952 des groupes tissulaires, qu'on en a pris conscience que greffe, transplantation, transfusion, donneur et receveur soient histocompatibles et que les groupes tissulaires deviennent alors le complexe majeur d'histocompatibilité ou CMH. On a pris conscience que même dans le même organisme, nous avons des tissus et chaque tissu a ses spécificités et nous sommes dans la même fratrie, frères et sœurs, différents parce que nous portons justement cette notion de l'identité du soi. Vers les années 70, il a paru que les molécules de CMH ne servaient pas uniquement au rejet de greffe, mais jouaient un rôle essentiel dans les réponses immunitaires. En effet, le CMH devint alors HLA, Human Leukocyte Antigen, qui a été approprié par la médecine humaine, donc par rapport aux animaux, c'est l'ensemble d'antigènes exprimés sur les cellules de l'organisme, marqueurs de l'identité de chacun de nous, marqueurs du soi. Et avec cette découverte, une notion en génétique a vu le jour, c'est ce qu'on appelle le concept du polymorphisme. La plupart des gènes existants dans une espèce donnée sont uniques. En s'exprimant, ils sont traduits en une protéine qui se retrouve identique chez tous les individus de l'espèce considérée. Si vous prenez des molécules qui sont chez nous des protéines synthétisées, c'est des protéines qui sont uniques, que ce soit chez quelqu'un qui vit au pôle Nord, au Sud ou au Nord, parce que nous avons les mêmes gènes et donc ces gènes existent sous une seule copie. Ces gènes sont considérés, sont dits monomorphes. Quelques gènes peuvent exister sous forme de plusieurs allèles, donc on appelle les allèles, plusieurs formes. C'est ainsi que dans le système ABO, A, B et O, des groupes sanguins, le gène responsable existe sous deux formes alléliques, A et B. Ces gènes sont dits faiblement polymorphes. Et enfin, le système HLA ou le CMH présente un très haut degré de polymorphisme, c'est-à-dire que pour un gène donné, de nombreux allèles sont possibles. Et on estime jusqu'à 500 allèles donnés par la maman et 500 allèles donnés par le papa. Et vous imaginez que nous avons pratiquement 250 000 possibilités, une extrême variabilité de cet apport génétique qui est donné. Et c'est là où les grands spécialistes, surtout en épidémiologie, et on est en plein cœur de cette pandémie Covid-19, on se demande pourquoi nous ne sommes pas égaux devant les maladies. Dans la même fratrie, certains présentent une résistance, d'autres sont plus faibles, d'autres passent par pratiquement ce qu'on appelle inaperçus, des syndromes ou asymptomatiques, et d'autres peuvent y passer. Et donc, dans ce contexte,
nous nous posons toujours la question pourquoi, dans certaines familles, malheureusement, le Covid fait des ravages, il tue, d'autres, ils n'arrivent pas on n'arrive même pas à le sentir parce que finalement, il y a un héritage, il y a un apport génétique. C'est vrai que la génétique n'explique pas tout, mais elle a quand même un apport considérable. C'est que nous allons voir justement comment cet apport est fait. Alors, caractéristiques génétiques communes aux deux classes. Le polymorphisme génétique multiallélique, il existe dans l'espèce humaine un très grand nombre d'allèles pour chaque gène HLA classique, plusieurs centaines pour la plupart d'entre eux. Chaque individu est hétérozygote pour la plupart de ces gènes HLA de classe 1 et de classe 2 et il n'exprime qu'un ou deux des allèles de chaque gène présent dans l'espèce humaine. Cette caractéristique rend chaque individu quasiment unique, mis à part les frères et sœurs jumeaux, les vrais jumeaux, homozygotes, donc l'œuf qui est divisé en deux, il n'existe aucun être pratiquement qui ressemble à un autre. Le polymorphisme de la protéine correspondante à l'outil HLA, chaque allèle code pour une protéine caractérisée par un ou plusieurs acides aminés variants comparés aux protéines codées par l'autre allèle. Et voici donc cet apport des chromosomes parentaux. Donc on reçoit ces chromosomes pour avoir ce qu'on appelle un œuf à 2N et chaque chromosome va apporter donc une variabilité des allèles et qui fait que nous sommes même dans la même fratrie unique. Alors, nous allons surtout parler des CAMH classe 1 et CAMH classe 2 et nous allons voir où est-ce qu'ils se trouvent et à quelle cellule ces CAMH au complexe majeur d'histocompatibilité sont-ils présentés. Nous commençons par les cellules qui les portent. Les CAMH classe 1 se trouvent sur toutes les cellules nucléées qui ont un noyau, que ce soit les leucocytes, un noyau, que ce soit les cellules épithéliales ou que ce soit les cellules mésenchymateuses. Toute cellule qui a un noyau présente une molécule CAMH classe 1 que vous voyez ici en presque un M. Voilà, ça c'est la molécule CAMH classe 1. Ça c'est l'antigène. CAMH classe 2 se trouve strictement et uniquement sur les cellules professionnelles, telles que les cellules présentatrices d'antigènes, les macrophages et les cellules. On a ici une cellule dendritique, APC, Antigen Presenting Cell. On a ici un macrophage et on a une cellule B. La cellule B, certes, c'est la seule qui produit les anticorps, il n'en demeure pas moins qu'elle reste une cellule présentatrice d'antigènes. Donc, je rappelle, toutes les cellules nucléées présentent les molécules CAMH classe 1 et uniquement les cellules professionnelles présentent les molécules CAMH classe 1. À quelles cellules les CAMH 1 et 2 sont-ils présentés? Les CAMH classe 1 sont présentés aux cellules sélénites, T8, et les CAMH classe 2 sont présentés aux CD4. CAMH classe 1 sont présentés aux cellules T8 et CAMH classe 2 au T4. Et je dis toujours à mes étudiants, en cas où vous avez une petite confusion, retenez que la multiplication de la classe de CAMH avec la caractéristique de la T8 ou T4 doit être égale toujours à 8. CAMH classe 1 fois CD8 est égal à 8. CAMH classe 2 fois CD4 est égal à 8. Si vous vous trompez, si vous dites CAMH1, CD4, C4, c'est faux. CAMH2 fois CD8, 8, ça veut dire 16, c'est faux. Donc la multiplication est toujours égale à 1. On va parler énormément de ces cellules présentatrices d'antigènes qui ont la capacité de capturer les antigènes, de les conditionner et de les prêter sous forme immunogène aux lymphocytes. Alors, les molécules de CAMH, complexe majeur d'histocompatibilité, s'expriment à la surface des cellules et participent à la présentation de l'antigène aux lymphocytes en exerçant la fonction de reconnaissance du soi. Chez l'homme, le CAMH est aussi appelé HLA, Human Leukocyte Antigen. Il existe deux classes de molécules CAMH. Les molécules de classe 1 sont présentes à la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme, tandis que les molécules CAMH classe 2 ne s'expriment qu'à la surface des cellules présentatrices d'antigènes. Récepteurs pour l'antigène, donc, c'est nos fameux cellules T grâce à leur TCR récepteur
c'est ce que nous allons voir en détail avec schéma. Alors, je rappelle, CAMH classe 1, sous cette forme bien sûr en M, qui porte un peptide du soi ou du non-soi. CAMH classe 2, qui porte un peptide de non-soi. Présenter CAMH1 sur toutes les cellules nucléées présentées au T8. CAMH classe 2, surtout sur les cellules professionnelles, phagocytes, lymphocytes B, et cellules endothéliales et certaines cellules du thymus, et présenté au CD4. CAMH1, CD8, CAMH2, CD4. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de répondre à des questions. La première question, comment font quelques rares lymphocytes pour trouver un antigène donné qui pénètre l'organisme de n'importe quel endroit? Donc, on sait très très bien l'immensité de notre organisme. On a parlé de ses surfaces, de 300 mètres carrés, de la taille d'un parapluie, d'un terrain de bowling, et les micro-organismes sont infiniment petits. Et les portes d'entrée sont énormes, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, l'appareil digestif. Donc c'est énorme. Et justement, il faut faire face. Deuxième question, comment s'organise le système immunitaire pour accomplir une réponse appropriée? Les anticorps contre les microbes extracellulaires et les cytotoxiques T contre les cellules qui sont infectées et qui contiennent des microbes dans leur cytoplasme. On va répondre à la première question. Les microbes entrent dans l'organisme à travers plusieurs portes. La première, c'est bien sûr la peau, qui est la surface assez importante, et surtout les plaies mal cicatrisées. Nous avons bien sûr l'appareil, donc ce qu'on appelle l'ORL, le nez et la bouche. Et vous remarquez ici que cette personne est en train d'éternuer à une vitesse pratiquement de 70 km/h. Vous imaginez l'importance de porter les masques pour essayer que cette quantité virale qui est estimée à 100 000 particules virales, qui va bien sûr infecter et passer à l'autre personne. Nous avons bien sûr les maladies transmissibles, la vectorielle, malaria, paludisme, et ainsi toutes ces maladies malheureusement, chikungunya, donc virus Zika, et ainsi de suite. Et donc systématiquement, nous avons toutes ces pathologies qui sont transmises. Bien sûr, les maladies à transmission sexuelle, et on passe. Alors, l'immensité de ce système immunitaire, nous l'avons déjà décrite, et particulièrement l'appareil digestif, avec bien sûr une surface de 300 mètres carrés, avec des muqueuses qui peuvent atteindre 1000 mètres carrés, et avec 10 puissance 14 de bactéries. C'est énorme. Pour surveiller, nous avons des soldats, des sentinelles. Ces soldats, on les appelle ici, on les appelle les cellules dendritiques. Et les cellules dendritiques que vous voyez ici sont des cellules qui portent des dendrites, ce qu'on appelle les cellules de Langerhans, et on les trouve tapissées tous les épithéliums, que ce soit l'épithélium cutané, donc la peau, que ce soit l'épithélium respiratoire ou l'épithélium digestif. Dès qu'il y ait une bactérie, un virus, un microbe qui passe, qui traverse cet épithélium, les cellules de Langerhans, à ne pas confondre avec les îlots de Langerhans qu'on trouve dans le pancréas, les cellules de Langerhans capturent, phagocytent et présentent. Capture, phagocyte et présente. C'est pour ça qu'on les appelle cellules présentatrices d'antigènes, antigen presenting cells. Vous remarquez qu'elles étaient ici immobiles. Les dendrites sont longues. Après, dès qu'elles vont capturer, elles vont phagocyter, les dendrites deviennent courts et elles vont se déplacer. La mobilité, elles vont acquérir cette mobilité. Elles vont se déplacer où? Elles vont prendre la voie lymphatique pour aller dans les ganglions lymphatiques, présenter ce qu'elles ont capturé aux cellules T qui y résident. Les cellules T résident dans les ganglions lymphatiques. Donc, systématiquement, il y a une extraordinaire communication, coordination entre les cellules de l'immunité innée et les cellules de l'immunité adaptative. Et ces ganglions, on les trouve partout. Vous imaginez, depuis le visage, notre tête, voilà, on a partout de ces ganglions. C'est comme des stations qui permettent à ces cellules de l'immunité innée d'aller chercher les cellules de l'immunité spécifique. Et on a, bien sûr, au niveau de la sphère ORL, on a les amygdales
qui constitue aussi un lieu, ce qu'on appelle les organes lymphatiques diffus, et on a au niveau de l'intestin les plaques de Peyer qui constituent aussi un lieu d'organes lymphatiques diffus. Autrement dit, notre organisme est organisé en stations. C'est extraordinaire, c'est plus compliqué que les stations de métro. Nous avons des cellules dendritiques qui tapissent tout l'épithélium cutané, respiratoire et digestif, et nous avons bien sûr ces cellules dendritiques qui vont aller chercher le plus tôt possible, le plus rapide possible, des ganglions lymphatiques pour aller lui présenter. Et c'est comme ça qu'il y a cette extraordinaire communication. Alors, voici les ganglions lymphatiques. On en a déjà parlé, mais on va encore en parler, sont composés d'une couche dite externe, dite corticale, le cortex, et on a une zone dite paracorticale. Donc la zone externe, c'est la zone des cellules B, là vous voyez des follicules, c'est là où résident les cellules B, et la zone paracorticale, c'est là où résident les cellules T. Alors on va aller dans le détail schématique. Vous avez ici les follicules dans la zone corticale où résident les cellules B et la zone paracorticale où résident les cellules T. Pourquoi nous avons les cellules B et les cellules T dans les ganglions lymphatiques? Et voilà. Les ganglions lymphatiques, on va commencer par les T qui résident dans la zone paracorticale. Dès que la cellule dendritique est capturée un microbe, elle va le capturer, le présenter et elle va prendre la voie lymphatique aux cellules T naïves qui vont reconnaître que c'est un antigène dangereux et elles vont commencer à se multiplier. Et on a vu cette multiplication, clonage, et pour commencer à synthétiser pour les T4, bien sûr, synthétiser les molécules qui sont indispensables à les cytokines, par exemple. Ça, c'est les cellules dendritiques. Elles peuvent bien sûr stimuler les T8, que nous allons voir aussi, qui vont aller sur le lieu de l'infection. Mais maintenant, si l'antigène n'a pas été capturé, comme ici, vous voyez qu'il vient par la voie sanguine, et si l'antigène n'a pas été capturé, c'est les cellules B qui s'en occupent. Donc, autrement dit, les cellules B peuvent reconnaître les microbes dans leur forme naturelle originale, sans qu'ils ne soient capturés ni présentés, mais les cellules T, non, il faut que les microbes soient capturés. Donc, les B, c'est surtout pour les microbes qui ont été directement parachutés, qui ont traversé, par exemple, suite à une piqûre, il y a directement injection du microbe, par exemple, malaria, parasite de malaria directement dans le sang, et donc il va être en contact avec les cellules B. Les cellules T, il faut que une autre cellule, autrement dit, une cellule présentatrice d'antigène, est capturée pour présenter. Et c'est pour ça que l'on considère les ganglions lymphatiques comme de vraies stations qui vont concentrer l'antigène libre ou capturé avec les cellules B ou les cellules T, respectivement. La rate, vous la voyez ici, elle joue un rôle très très important. Elle est l'équivalent donc des ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe. La rate, bien sûr, elle filtre le sang. Et vous voyez très très bien ici que nous avons ici, donc, on voit ici la zone des cellules B, la zone germinale, voilà, où résident les cellules B, et aussi la zone où résident les cellules T. Et les gens, malheureusement, qui ont eu un accident de voiture et ont été obligés de contraindre l'ablation de la rate. Donc, on remarque que ces gens-là, malheureusement, non seulement qu'ils ont perdu un organe qui contient des macrophages qui filtrent le sang quotidiennement, mais aussi un lieu où les cellules B et les cellules T vont être toujours en contact. C'est pour ça qu'ils sont tenus, malheureusement, à prendre des antibiotiques, surtout anti-méningocoques, pneumocoques, pour éviter des infections graves. Alors, bien que nous allons voir les cellules B dans les détails, je veux juste vous donner une image de comparaison pour mieux apprécier le rôle des cellules T, et on va parler des T et des B pour juste quelques slides. Réponse des cellules B et des cellules T. Les cellules B diffèrent dans le type d'antigène qu'elles reconnaissent. On a déjà fait allusion tout à l'heure. Les cellules B, les cellules T par exemple. Voilà.
Vous avez ici l'épithélium, un épithélium cutané, respiratoire, digestif. Vous avez des germes qui ont été capturés. Ces germes qui ont été capturés par les cellules présentatrices d'antigènes, suivant leur voie lymphatique, pour aller dans les ganglions lymphatiques, par exemple, et bien sûr, ils vont être présentés aux cellules présentatrices, par les cellules présentatrices d'antigènes, aux cellules. Si maintenant le germe était libre dans le sang, par exemple, il va surtout passer par la rate. Donc, systématiquement, la rate, elle filtre le sang comme les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe. Et voici une cellule présentatrice d'antigènes, et en face, vous avez une cellule. Donc, dès qu'on parle de CMH, on parle de T, systématique. CMH 1 et 2, c'est T4, T8. Voici le CMH, voici ce fameux antigène, et voici, bien sûr, la cellule qui va venir pour essayer de lire et décoder. Les cellules B reconnaissent une large variété de macromolécules. Une cellule B, qu'elle soit dans les ganglions lymphatiques, que ce soit dans les amygdales, qu'elle soit dans les plaques de Peyer, qu'elle soit dans la rate, elle peut reconnaître des protéines entières, c'est-à-dire un microbe ou une bactérie qui présente des protéines, des polysaccharides, des lipides, des acides nucléiques et même des substances chimiques. Donc la cellule B, ici, elle fait office de cellule présentatrice d'antigènes, c'est-à-dire qu'elle arrive à prendre le virus ou la bactérie en entier, la phagocyter et après va la présenter et en même temps, elle va synthétiser des anticorps. La réponse immunitaire des cellules B peut être générée par différents types de parois microbiennes et des substances et des antigènes solubles. Donc la cellule B n'a pas besoin d'une aide d'une autre cellule. Elle est elle-même productrice des anticorps, mais aussi elle fait office de cellules qui capturent, et bien sûr qui capturent dans la qualité. C'est pas comme les macrophages. Elle va surtout capturer qualitativement les germes pour produire des anticorps, mais aussi communiquer avec la cellule T, une communication que nous verrons dans les prochaines slides. La cellule T, remarquez qu'il y a des restrictions. Les cellules T peuvent reconnaître uniquement, donc première condition, des fragments de peptides. C'est pas toute la protéine, c'est des fragments de peptides, donc un ensemble d'acides aminés. Ce n'est pas des lipides, pas de sucre, ni de substances chimiques, ni d'acides nucléiques. Des fragments de peptides, de protéines, donc les fragments de peptides, et seulement quand ces peptides sont présentés par des cellules spécialisées. Deux conditions. Uniquement des peptides, et seulement quand ces peptides sont présentés par des cellules présentatrices d'antigènes. La réponse des cellules T est associée uniquement aux protéines antigènes qui sont associées à la cellule hôte. Donc la cellule T, on va la considérer comme une cellule qui veut être servie. Il faut qu'une autre cellule fasse le job, c'est-à-dire capturer, process, dégrader, présenter, et bien sûr la cellule. L'induction de la réponse immunitaire par des antigènes est une remarquable réaction pour contourner deux différentes barrières. Barrière ici, ce qu'on appelle un défi. Première barrière, le nombre réduit de lymphocytes naïfs. Les lymphocytes, nous allons voir dans la prochaine conférence, le thymus, c'est un organe extraordinaire qui fait un travail extraordinaire de nous différencier et sélectionner les cellules T. Mais à un certain âge, à partir de la puberté, le thymus diminue de sa fonction, certaines disent s'arrête, d'autres disent diminue, mais le lot de lymphocytes est limité. Et si la personne lui est prescrit de vivre 90 ans, 100 ans, il faut qu'elle garde ses cellules T, parce que sans cellules T, on va mourir à la première infection. Alors, comment on fait le système immunitaire? Chaque fois qu'on a un antigène qui rentre, pour mobiliser, les immunologistes sont arrivés à un chiffre qui est quand même extraordinaire, qu'ils disent, pour chaque rencontre avec un antigène, le système immunitaire mobilise un lymphocyte sur 100 000 en sa possession. Je répète, pour chaque rencontre avec un antigène nouveau, le système immunitaire mobilise un lymphocyte, sur 100 000 en sa possession. Autrement dit, on va juste donner un exemple, c'est chez un bébé,
qui va rencontrer un nouveau antigène et s'il possède, je donne juste des chiffres pour expliquer, 1 million de lymphocytes T, 1 million, dès que l'antigène nouveau rentre, il va mobiliser 10. Mais ces 10, il va les cloner et il va essayer de compenser ce déficit numérique pour atteindre un niveau acceptable de la réponse immunitaire. Et le reste, il va les laisser pour la prochaine rencontre, parce qu'on ne sait pas combien d'antigènes nous allons rencontrer dans notre vie. Donc le premier, c'est le déficit numérique par rapport au virus qui rentre par des dizaines de milliers. Deuxième, différents types de microbes nécessitent différents types de réponse immunitaire, bien sûr. Le microbe qui a été capturé, il va être présenté au lymphocyte T. Mais le microbe qui n'a pas été capturé, où il est libre, il va rencontrer les cellules B, et donc il y a des microbes intracellulaires et des microbes extracellulaires. Et voilà nos CMH. CMH classe 1, CMH classe 2. CMH classe 1, il est particulièrement reconnu par son domaine alpha, sa chaîne alpha, avec 3 domaines. Domaine alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Il est incrusté dans la membrane des cellules qui le portent avec la chaîne alpha. Et il porte une chaîne bêta de microglobuline qui n'est pas incrustée. Le CMH classe 2, il porte 2 chaînes, une chaîne alpha incrustée et une chaîne bêta incrustée dans la membrane. Les deux, malgré leurs différences, ils portent un berceau. Et le berceau porte le peptide. Vous vous souvenez, des cellules T ne peuvent reconnaître que des peptides, fragments. Et on va voir la taille. On ne peut pas porter un peptide formé de 100 acides aminés. C'est généralement 10 à 20 acides aminés, pas plus. Donc les deux portent le peptide. Nous allons voir le détail de ce peptide et sa nature. CMH classe 1. Cette molécule possède un seul site de liaison pour un peptide. Le site est créé par 2 domaines, alpha 1 et alpha 2. Bien sûr, le site de récepteur a la forme d'un berceau dont les dimensions sont également suffisantes pour accueillir un peptide d'environ 10 à 20 acides aminés, pas plus. Autrement dit, si la cellule qui le présente va couper la protéine microbienne à 30 acides aminés, eh ben, il passera pas dans le berceau. Donc, la cellule qui présente va faire un travail extraordinaire parce qu'elle ne doit pas dépasser 10 à 20 acides aminés. La majorité des acides aminés variables, ceux qui diffèrent dans les diverses formes alléliques de la molécule A, B, C, sont situés au fond du berceau, là où s'effectue la liaison avec le peptide. Fonction de la molécule CMH classe 1. Les protéines cellulaires sont dégradées en peptides qui sont fixés aux molécules de classe 1 au cours de la synthèse au niveau du réticulum endoplasmique. L'ensemble est exporté au niveau de la membrane cellulaire. Cet ensemble est reconnu par les lymphocytes, les cytotoxiques qui font partie du soi. Je fais vite pour lire parce que je vais y revenir. On va voir le schéma. Et après, on va revenir. Voici une cellule normale, une cellule nucléée. Toute cellule nucléée dans l'organisme présente la molécule CMH classe 1. Et vous voyez très très bien ici cette protéine du soi, une protéine du cytoplasme, et cette protéine du cytoplasme, elle a été mal formée, donc il y a une erreur dans l'assemblage, dans les ribosomes, dans sa synthèse, ou bien c'est une protéine âgée, c'est une protéine qu'il faut recycler, ou c'est une protéine qui a fait sa fonction et qui ne peut plus fonctionner, donc il faut la recycler. Et tout, quotidiennement, la cellule prend ces protéines âgées, ces protéines mal formées, et elle va les dégrader pour, bien sûr, fabriquer d'autres protéines, mais pas que. Elle va les faire passer avant tout dans une machine qu'on appelle le protéasome. Ce protéasome, il a la fonction de couper ces protéines en peptides entre 10 et 20 acides aminés. Ces peptides, pour certains, bien sûr, vont passer dans le réticulum endoplasmique, rugueux, à travers le peptide transporteur. Ces peptides rentrent dans le réticulum
bien sûr, vont s'associer en même temps à la molécule de CMH classe 1 qui vient d'être synthétisée. La voici. Molécule CMH classe 1, peptide, et l'association est faite. Dans une vésicule d'exocytose, la molécule CMH classe 1 portant le peptide du soi, puisqu'on parle de cellules saines, qui ne fait que recycler ces peptides, le tout est présenté à la T8. On se souvient, CMH classe 1, c'est dit. La T8, elle vient avec son armada de récepteurs, le CD3, le TC récepteur, TCR, et bien sûr la CD8. Et vous voyez remarquer le récepteur CD8, Cluster of Differentiation, il permet donc l'ancrage de stabiliser. Voilà, maintenant le lien est fait et la cellule T va décoder ce peptide du soi et elle va bien sûr le considérer comme ça. Donc on va revenir à la phrase de tout à l'heure. Les protéines cellulaires du soi sont dégradées en peptides qui sont fixés aux molécules de classe 1 au cours de synthèse au niveau du réticulum endoplasmique. L'ensemble est exporté au niveau de la membrane cellulaire. Cet ensemble est reconnu par les lymphocytes T cytotoxiques comme faisant partie du soi. Donc la cellule T, elle va juste voir et elle passe, elle va laisser cette cellule vivre parce qu'elle vient de présenter le peptide du soi. Deuxième cas, nous allons voir le schéma et on va revenir. Cette cellule est infectée. C'est une cellule nucléée infectée. Elle est une pulmonaire, hépatique, rénale, digestive. Toute cellule est susceptible d'être infectée. Elle est infectée, par exemple, par un virus. Au moment où le virus essaye de hijack, de prendre en otage la machinerie cellulaire, c'est ce qu'il fait le Covid, pour se reproduire, parce que finalement, dire que le virus se reproduit est presque faux. Le virus, il se fait reproduire parce qu'il n'a rien. Il n'a que son matériel génétique et quelques enzymes, mais sinon, c'est toute la machinerie cellulaire qui est à sa disposition. Donc, le virus se fait reproduire par la cellule. Donc, au moment où ces protéines sont synthétisées pour produire la capside et les éléments, les virions, les bébés virus, la cellule infectée, elle va prendre un bout, comme vous le voyez ici, et elle va le faire passer dans le protéasome, comme elle a fait passer tout à l'heure sa propre protéine. Et voici, elle va prendre les peptides immunogènes qui sont censés être reconnus par la cellule T4 pour réveiller la réponse immunitaire. Elle va les faire passer dans le réticulum endoplasmique qui aussi fabrique la molécule CMH classe 1, que vous voyez ici, et l'association est faite. Ça passe par le Golgi ou non, c'est pas, ça peut, s'il y a une glycosylation, mais le tout dans une vésicule d'exocytose est présenté à la T8. C'est la même chose. Donc, la cellule infectée, qui était hier non infectée, aujourd'hui est infectée, elle va faire passer ce peptide de non-soi dans le protéasome, dans le réticulum, et le tout est exposé à la T8. À la T8, et donc systématiquement, elle va le présenter à la T8 et elle va lui dire, écoutez, je suis infecté. Nous allons revenir. Fonction des molécules de classe 1. Les protéines virales ou d'origine infectieuse synthétisées par les cellules infectées sont dégradées en peptides qui sont fixés aux molécules du CMH classe 1. L'ensemble est reconnu par la cellule T cytotoxique comme faisant partie de non-soi, ce qui entraîne la destruction de la cellule. Ainsi, la distribution large des molécules HLA sur toutes les cellules nucléées assure-t-elle en principe une protection de l'organisme contre les infections virales et bien sûr les bactéries intracellulaires. Donc, la cellule nucléée, quelle que soit sa nature, mis à part les globules rouges qui ne portent pas de noyau, ces cellules-là présentent quotidiennement le CMH. Ce CMH, on va le voir, il peut porter le soi comme il peut porter le non-soi. Donc, systématiquement, nos cellules T8 viennent
screening, elles viennent lire les CMH. Si on n'est pas infecté, toutes nos cellules nucléaires, ont présenté une patte blanche, c'est-à-dire le peptide du soi est présenté, la cellule T8 le reconnaît comme tel et elle passe. S'il y a une infection, le peptide de non-soi est présenté, la T8 le reconnaît comme étant non-soi et elle va tuer. Donc, la T8, elle a une lourde responsabilité sur ses épaules. Il y a 4 cas de figure que nous allons décrire. Si la cellule n'est pas infectée, elle va dégrader ses propres protéines, peptides. Elle va présenter ces peptides du soi à la cellule T8 et la T8, elle vient. Elle sait qu'il n'y a pas d'infection. C'est un juste peptide de soi et elle passe. Donc, un peptide de soi, la cellule qui le présente va survivre. Si maintenant la cellule est infectée, elle va présenter le T8, la T8 le reconnaît comme non-soi, elle s'arrête et elle va enclencher la mort cellulaire. Parce que c'est une question de timing. Il faut que cette cellule meure avant que le virus ne la fasse exploser. Il faut qu'elle soit tuée et avec une mort propre qui s'appelle l'apoptose. Si le virus va la tuer, il va la tuer par une nécrose et il va la faire éclater pour disséminer tous les virus dans l'organe et après l'organisme. Donc, c'est une question de temps. Il faut que la cellule infectée, ici, panel gauche, il faut qu'elle fasse vite pour dégrader, présenter, et il faut que la T8 soit capable de lire et de décider de la mort de la cellule. Et la mort en apoptose, c'est une mort petite, et elle va, bien sûr, se fragmenter sans perdre l'intégrité de la membrane, se fragmenter. Je viendrai en parler. Peut-être après ces séances, nous allons faire quelques cours sur les morts cellulaires et bien sûr sur d'autres processus inflammatoires. Troisième cas de figure. La cellule, ici, elle a capturé, elle a dégradé son protéasome, son peptide par le protéasome, elle va le faire passer dans le réticulum, ses propres peptides, elle le présente à la cellule T8, peptide du soi, la T8 elle arrive, et avec son T-cell receptor, elle doute, elle hésite, et elle s'arrête. Le doute est déjà un mauvais signe, mauvais pronostic. Elle s'arrête, c'est encore plus grave, et elle va se dire, le soi ou non soi. Suite à un ensemble de facteurs, la T8, elle va commettre une erreur irréparable. Elle va se douter et elle va prendre la décision de tuer la cellule qui l'a présentée. Et pourtant, la cellule qui l'a présentée n'a présenté que le soi. Elle est saine. Mais la T8 a commis une erreur et c'est là où elle va tuer cette cellule et cette cellule va mourir par apoptose. Bon, vous allez me dire, bon, c'est une cellule qui est morte et une cellule de moi. Non. La T8, en quittant cette cellule, va enclencher une multiplication pour revenir demain et va se spécialiser, elle deviendra spécifique pour cet antigène, qui est pourtant du soi. Et c'est là où elle va revenir avec encore un nombre élevé, et elle va trouver les mêmes peptides, puisqu'il s'agit du peptide du soi, et elle va attaquer une deuxième fois. Mais cette fois-ci, elle va tuer des centaines de cellules. Elle va encore se multiplier et elle va revenir et elle va tuer 1000 cellules. La mémoire est installée, l'erreur est en faite, la maladie auto-immune est déclarée. Donc, une maladie auto-immune, en partie d'origine cellulaire, elle est due à une cellule T qui malheureusement s'est trompée et elle a tué la cellule, bien que cette dernière soit saine. Les raisons sont multiples. Il y a un terrain héréditaire, notre environnement, le stress et surtout le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est cette
accumulation de radicaux libres dans une cellule et elle arrive sur le lieu et elle se trompe parce qu'elle n'arrive pas réellement à déceler. Il y a d'autres paramètres où certains antigènes, on va le voir dans la sélection chimique, qui ne sont pas présentés et qui font que on se trompe, certes, mais tout ceci, malheureusement, va provoquer une maladie grave, dite auto-immune, irréversible, parce que, malheureusement, c'est des cellules T qui nous attaquent de l'intérieur. Quand il y a eu la pandémie d'Ebola, la dernière fois, on a ramené des caméras thermiques pour essayer de mesurer la température. Ces caméras étaient placées dans des aéroports, mais aussi en Afrique. Dans certains pays, on a commencé à mesurer la température. Or que l'Afrique, non seulement qu'elle est le berceau de l'humanité, mais aussi elle est le siège de beaucoup de maladies infectieuses, malaria, paludisme, énormément de maladies qui peuvent provoquer l'augmentation de la fièvre. Et donc, ce qui fait que on a encerclé des villages et on a mesuré la température des patients, des gens, qu'ils ne soient des patients, et toutes les personnes qui avaient 39 degrés et quelques ont été envoyées en quarantaine. Mais en envoyant en quarantaine, on a envoyé des gens malades et des gens sains qui n'avaient pas d'Ebola. Et au sein de ces endroits de quarantaine, les gens ont été infectés et ça a fait des émeutes. L'inverse, un citoyen africain qui avait un passeport étranger a pris l'avion pour aller aux États-Unis et il a fait baisser sa température, bien qu'il était infecté de Ebola. Arrivé, la caméra thermique n'a pas pu déceler parce qu'il avait juste 37, parce qu'il a pris un antipyrétique. Et arrivé donc aux États-Unis, la fièvre et la maladie s'est déclarée. Donc pour vous dire qu'on essaye d'avoir des appareils pour nous permettre de déceler, mais ces appareils sont malheureusement faillibles et ils commettent des erreurs parfois. Nos cellules T, on va le voir dans la prochaine séance, passent une sélection draconienne, une sélection extraordinaire, mais malheureusement, certaines conditions, comme maintenant, dans ces confinements où le stress augmente, parce qu'on ne sort pas, parce qu'on n'a pas à respirer, parce qu'on porte des masques, ça peut augmenter justement ce stress oxydatif et des maladies auto-immunes peuvent apparaître. C'est pour ça que je m'adresse à vous en tant que médecin, mais aussi en tant que parent, que le stress, il faut le gérer. Surtout que les enfants ne savent pas ne savent pas gérer ce stress, ce coronavirus qui paraît comme un monstre qui va rentrer, qui va prendre des parents. Et il faut justement diminuer de ce stress et essayer de prendre des molécules qui diminuent de ce stress oxydatif, le polyphénol, les extraits des feuilles d'olivier, des molécules qui vont réduire les radicaux libres pour que nos cellules T ne commettent pas les dégâts. Parce que si devant une infection, il y a des antiviraux, il y a des antibiotiques pour les bactéries, il y a des antifongiques, on peut gérer, malheureusement pour les maladies auto-immunes, c'est vous qui vous attaquent de l'intérieur. Donc, il faut faire très attention pour que les maladies, peut-être on échappe à un coronavirus, mais on tombe dans une maladie plus grave, telle que le diabète des enfants du type 1, sclérose en plaques, psoriasis, et je passe. Quatrième cas de figure, vous avez ici une cellule qui est infectée, qui va présenter l'agent, le peptide de l'agent infectieux à la cellule T8, mais la T8, malheureusement, elle ne le reconnaît pas, elle n'arrive pas à le reconnaître facilement, elle hésite, et c'est là où le virus va faire éclater, et c'est une infection généralisée. Donc, la cellule T a une lourde responsabilité. Il faut qu'on prenne avant soin de nos cellules pour que ces cellules prennent soin de nous. Et il faut booster le système immunitaire. Il faut permettre un système immunitaire sain pour qu'il vive dans un corps. Il nous permette de vivre dans un corps sain. CMH2, les protéines encodées par les gènes, bien sûr, sont exprimées de manière beaucoup plus restreinte. Les cellules qui les présentent sont des cellules présentatrices d'antigènes, où nous avons les monocytes, les macrophages, les cellules de Langerhans, les cellules dendritiques, les cellules B et certaines cellules endothéliales, et le tout est présenté aux lymphocytes T activés. Donc, dégradation des antigènes endocytés et leur présentation par les CMH. Les CPA peuvent ingérer les microbes ou les protéines microbiennes par différentes manières.
fixation des microbes sur des récepteurs spécifiques, opsonisation, antigène, anticorps, antigène complément, et la phagocytose de certains microbes, et la pinocytose de protéines qui nécessitent même pas parfois une reconnaissance spécifique par les CPA. Donc les CPA qui font un travail extraordinaire, et nous allons bien sûr parler maintenant de ce CMH classe 2, parce que CMH classe 1, on en a parlé. Maintenant, quel est le rôle des T4 dans cette CMH classe? Donc les lymphocytes aussi B endocytent les protéines qui se fixent à des récepteurs spécifiques. Voici donc cette notion de CMH classe 2. Voici une cellule professionnelle, une cellule qui a capturé le microbe. Cette fois-ci, elle n'est pas infectée. Elle a capturé le microbe, le voici. Elle va le dégrader dans son lysosome et ce qu'on appelle le phagolysosome. Il est dégradé. On voit très très bien ici la protéine immunogène. Mais remarquez que cette fois-ci, les antigènes microbiens ne vont pas passer dans le réticulum. Jamais. Parce que là, c'est une cellule professionnelle. Et voilà la synthèse de la molécule CMH classe 2, le domaine alpha et le domaine chaîne alpha et chaîne bêta. Le tout est présenté, donc est synthétisé, passe par le Golgi, mais l'association ne se fait jamais dans le réticulum. Ce n'est que vers la fin qu'il y a association CMH classe 2 et peptide, bien sûr, de non-soi, parce qu'on s'agit, bien sûr, de capture. Le tout est présenté à la T4. Donc, la T4, on lui présente les peptides de non-soi, c'est clair, et bien sûr, par des cellules professionnelles. Je répète, capture d'antigènes, dégradation du microbe, et bien sûr, préparation de la molécule de la protéine, donc de non-soi, mais ces protéines de non-soi ne passeront jamais dans le réticulum, elles vont rester dans des vésicules. Ce n'est que vers la fin que l'association peptide de non-soi, CMH classe 2, est faite et le tout est présenté à la T4. Donc la T4, elle a la faculté ou la tâche facile. On ne lui présente que le non-soi par des cellules professionnelles et donc elle va systématiquement reconnaître est-ce qu'il est infectieux ou non et elle va systématiquement enclencher la réponse immunitaire. Dégradation des protéines antigènes. Les protéines extracellulaires qui sont retenues à l'intérieur des APC, des cellules présentant antigènes, dont les vésicules sont dégradées et présentées par les molécules CMH classe 2. Les protéines intracellulaires des cellules nucléées sont dégradées et présentées par les molécules CMH classe 1. Donc, en résumé, voici CMH classe 1, voici CMH classe 2. Donc, cette protéine, elle peut être du soi ou de non-soi. Ici, bien sûr, il s'agit de protéine de non-soi, mais c'est une protéine qui est intracellulaire, dans une cellule saine ou infectée. Le tout est présenté, passe par le protéasome. Ici, bien sûr, on a un agent infectieux, mais il peut s'agir d'une protéine du soi. Le tout est présenté, donc ça rentre, ce peptide de 10 à 20 acides aminés dans le réticulum endoplasmique, présenté à la molécule CMH classe 1, et bien sûr présenté à la cellule T8. La CD8 doit toujours faire face à la lecture, faire attention à la lecture de cet antigène. Est-ce qu'il s'agit d'un antigène du soi ou de non-soi et prendre la décision en fonction de la nature de l'antigène. CMH classe 2, c'est une capture d'un organisme étranger, dégradation, la synthèse de la molécule CMH classe 2, mais la liaison ne se fait pas. Ce n'est que vers la fin, dans la vésicule d'exocytose, où le peptide étranger s'associe à la molécule CMH classe 2 et le tout est présenté à la T4. Les molécules CMH, une molécule CMH ne présente qu'un seul peptide à chaque fois. Les molécules CMH reçoivent leurs peptides durant la synthèse et l'assemblage à l'intérieur de la cellule. CMH1 reçoivent les peptides qui se trouvent dans le cytoplasme. CMH classe 2 reçoivent des protéines qui se trouvent à l'intérieur de vésicules intracellulaires, puisqu'on sait très bien que les CMH2 sont présentés par des peptides, des cellules présentatrices d'antigènes. Chez chaque individu, ces molécules CMH présentent des peptides étrangers qui appartiennent aux microbes, ainsi que des protéines propres à l'individu. Surtout les CMH classe 1. Une cellule, même quand elle est infectée, elle va pas complètement saturer ces CMH. Elle va présenter les CMH
sur les CMH des peptides de soi et des peptides de non-soi. Donc, en même temps, elle va présenter les deux. Cette incapacité des molécules de CMH de différencier entre les antigènes du soi et de non-soi soulève deux questions. La première question, il est admis qu'à chaque moment, les protéines du soi sont en quantité nettement plus importante que les protéines microbiennes. Même si on a une infection, il y a plus de protéines du soi dans la cellule que les protéines de non-soi, et donc la cellule T8, elle est en face de CMH sur la surface de cette cellule, qui présente à la fois peptides de soi et les peptides de non-soi. Pourquoi les protéines du soi n'occupent-elles pas constamment les molécules de CMH? C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une saturation. La réponse, les nouvelles molécules de CMH sont constamment synthétisées et sont prêtes à capturer chaque peptide. C'est comme une machine, c'est comme une usine où vous avez des camions qui viennent, chaque camion il s'arrête, il prend, et donc ces peptides de soi ou de non-soi rentrent dans le réticulum, il y a constamment synthèse de molécules CMH classe 1 et les molécules CMH se chargent et elles vont directement dans la direction de la membrane et ils vont présenter le peptide du soi ou de non-soi à la cellule T8. Les cellules T, maintenant, comment vous allez me dire, comment la cellule T8, elle arrive à reconnaître ces CMH, ces peptides de non-soi dans un ensemble? Remarquez l'extraordinaire sensibilité. Une cellule T8 a besoin de 0,1 à 1% d'une moyenne de 100 000 CMH présents sur une cellule présentatrice d'antigène ou une cellule qui présente. Donc, c'est-à-dire que s'il y a 0,1% ou 1% sur 100 000 CMH qui présentent les peptides de non-soi, la T8, elle arrive à les détecter. Ainsi, les très rares molécules microbiennes présentées par les CMH sont suffisantes pour stimuler la réponse immunitaire. Quel que soit le taux d'infection, il suffit que les antigènes de non-soi se trouvent sur le CMH que la cellule T est stimulée. La deuxième question, si les molécules CMH ou MHC présentent constamment des protéines du soi, comment ne développons-nous pas des réponses immunitaires contre ces propres antigènes? Les maladies auto-immunes, c'est vrai qu'on présente plus de le soi que le non-soi. On n'est pas tout le temps infecté, et même quand on est infecté, on présente le soi en même temps que le non-soi. Et là, la réponse, les cellules T qui peuvent répondre à cette question, qui peuvent malheureusement répondre aux antigènes du soi, sont soit tuées, soit inactivées. Toute cellule T qui se trompe, elle est éliminée, ou elle est éliminée, bien sûr, c'est la sélection thymique, elle est éliminée dans le thymus. Donc, avant que ces cellules ne viennent contrôler, les cellules T, bien sûr, ne viennent nous contrôler nos cellules, elles ont déjà été sélectionnées, elles ont passé des tests extraordinairement sélectifs qu'on appelle la sélection thymique. C'est ce que nous allons voir lors de la prochaine séance, la sélection thymique et la sélection des cellules T. Je vous remercie pour votre attention et je vais vous revoir la prochaine fois. Merci.